Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne d'SPN. Du coup, aujourd'hui, je vérifie juste si mon micro marche. Oui, c'est bon, il marche. Aujourd'hui, du coup, on reçoit en interview les docteurs Vinciane Zaban et Aurore Desramon, qui sont chercheuses à l'université Sorbonne Paris-Nord, sur les thèmes du numérique, du jeu de société, et du coup, qui vont nous en dire un peu plus. Alors, du coup, bonjour Vinciane et bonjour Aurore. Est-ce que vous pouvez déjà juste vous présenter Alors, tu Non, commences? non, commence, Ok, vas-y. je commence. Donc moi, je suis Vinciane Zaban. Donc effectivement, je suis maîtresse de conférence à l'Université Sorbonne Paris 13 et je suis chercheuse en sociologie, sciences de l'éducation. Et voilà, je me suis spécialisée depuis un certain temps maintenant sur les pratiques de loisirs, à la fois les mondes de loisirs, donc jeux de société et puis autres types de loisirs un peu différents. Voilà, je travaille avec Aurore en ce moment. Je pense que je ne sais pas dans la présentation, mais on va peut-être faire court pour commencer sur les jeux de société, notamment sur l'industrie du jeu et la production de jeux de société. Ouais. Donc, Aurore de Ramon. Moi, je viens de soutenir une thèse il n'y a pas longtemps sur les fanfictions et actuellement, je suis donc en postdoctorat à Sorbonne Paris 13. Ça, Paris Nord, bon, Paris c'est pas Nord, grave. ouais. Les Sorbonne facultés Paris Nord. changent de nom régulièrement en ce moment, c'est un peu embêtant. Voilà. Et je travaille donc sur les prototypes de jeux de société actuellement et de manière générale, je m'intéresse donc au processus créatif, voilà, des auteurs, et notamment à l'intervention des relations dans leur processus créatif par le biais de l'analyse de réseau. Donc voilà, Ok, pour faire. ok. On reviendra du coup tout ça sur ces petits détails, etc. Et du coup, quel a été le parcours pour en arriver jusque-là et comment est-ce que ça vous est venu de vous dire tiens, on va s'intéresser aux jeux de société, aux prototypes ou de manière générale aux loisirs en fait créatifs. Alors je sais, je vais peut-être pas remonter jusqu'à la jeunesse, la vraie jeunesse de tout ça, de tout temps, quand j'étais petite. Non, en fait, moi j'ai travaillé en thèse sur les jeux vidéo, sur la production et la consommation de jeux vidéo. À l'époque, c'était sur des jeux en ligne. Enfin, moi, je me suis intéressée à la façon dont on allait produire des mondes de loisirs, des mondes de jeux qui allaient être ensuite investis par des joueurs, et puis à la façon dont les joueurs pouvaient avoir une influence ensuite sur l'évolution de ces univers de jeu. Parce que je travaillais donc sur la conception en particulier d'un monde de jeux en ligne, un MMORPG. Et voilà, et donc suite à cette thèse, je me suis retrouvée dans un laboratoire, donc celui où on est actuellement, le laboratoire Experis, qui est donc dans le nord de Paris, en fait. On dit Sorbonne Paris Nord parce que c'est très chic, mais donc voilà, c'est dans le 93, c'est à Villetaneuse. Dans ce laboratoire, en fait, on travaille sur le jeu depuis déjà une quarantaine d'années. Donc, c'est un des premiers endroits où il y a d'abord plutôt des philosophes qui sont arrivés, qui ont fait du jeu un objet un peu central. Alors, c'était pas le jeu de société essentiellement, ni le jeu vidéo. Et ensuite, autour de ces recherches, il y a des formations en sciences de l'éducation qui ont été construites et beaucoup de gens qui ont travaillé sur en particulier la façon dont on pouvait regarder le jeu en relation avec des questions un peu classiques autour de l'apprentissage. Donc ça, c'est un peu la tradition du labo. En fait, je fais quand même la longue histoire, je suis désolée. La tradition du labo dans laquelle on s'inscrit. Donc ça, c'était quand même plutôt des chercheurs qui sont plus là, ils sont partis à la retraite depuis longtemps. Il y a eu quand même des gens récemment recrutés qui se sont intéressés à des objets plus contemporains, en tout cas des formes plus contemporaines du jeu. Et donc, on est une petite équipe aujourd'hui. On a monté pas mal de choses autour d'abord du jeu vidéo, mais depuis, on va dire, je pense,
ouais, 7-8 ans plutôt du jeu de société. On a développé nos formations, on a un master, on pourra en dire un petit peu plus, sciences du jeu. On a un game lab qui est spécialisé plutôt sur le jeu de société et on fait des recherches autour de ça. Donc, voilà. Après, je pourrais revenir, je ne sais pas si c'était le sens de la question, sur comment on fait du jeu un objet de recherche, mais je vais d'abord laisser Aurore expliquer comment elle arrive dans ce projet-là, puisque donc parmi tout ça, on arrive l'an dernier à monter un projet plus spécifiquement parce je faisais déjà de la recherche un petit peu sur les producteurs de jeux de société, sur les auteurs, les éditeurs. On allait à Cannes plusieurs fois dans Mmh. les événements. Et puis on a été frappé par l'abondance et la multiplication. On avait l'impression des espaces de prototypage. Et donc on s'est dit que c'était quand même très intéressant ce qui se passait là. Et on a monté un petit projet sur lequel on a réussi à obtenir un financement pour un contrat postdoctoral, donc quelqu'un qui vient C'est nous moi. aider pendant au moins un an pour travailler là-dessus. Ouais, je laisse Aurore Heu, continuer. voilà. Donc moi, l'origine de mon travail de thèse, c'était un intérêt pour, et le numérique d'un côté et l'écriture de l'autre. D'où le fait que enfin et la fiction. D'où le fait que je me sois retrouvée à travailler finalement sur les fanfictions. Et pendant cette thèse, j'ai vraiment développé un intérêt donc pour les processus d'écriture. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la manière dont on écrit et surtout avec qui on écrit et l'impact en fait du numérique finalement sur le processus d'écriture et les contenus qui sont créés. Donc voilà. Et il s'avère que j'ai vu donc un appel pour un emploi pour travailler sur un projet, sur les prototypes de jeux de société qui m'a donc beaucoup intéressée parce que finalement, ça revenait à rejoindre cette question donc du processus créatif, la question aussi du numérique et donc de l'impact en fait finalement, enfin ça pouvait totalement se coupler avec l'impact finalement des relations, l'intérêt des relations dans les processus donc, d'écriture. Et étant donné que je suis une joueuse de jeux de société, ça m'a donc particulièrement intéressée parce que je suis beaucoup plus joueuse que lectrice et donc ça me permettait finalement de mobiliser, tous mes acquis de thèse sur un objet qui m'intéressait davantage. Oui, j'ai oublié de dire que c'est aussi pas trop désagréable de travailler sur les loisirs. Ça. Travailler sur les fanfictions, c'était vraiment super, hein, mais les jeux de J'imagine. société, j'aime bien aussi. Et du coup, Ouais. plus en détail, du coup, le ou les projets de recherche qui sont actuellement en cours sur tout ce qui est prototype et jeux de société, Mmh. quels sont-ils et en quoi ils consistent en fait, surtout au niveau du processus de recherche. En fait, qu'est-ce que vous recherchez sur enfin, Mmh. voilà, le prototypage. Alors en fait, on est parti sur l'idée de s'intéresser vraiment à la matérialité en fait de cet objet parce que souvent quand on travaille sur des processus créatifs, on a des cas où c'est peut-être plus difficile de saisir les objets et puis de discuter avec les créateurs, les créatrices de la façon dont ils Mmh. travaillent. Par exemple, je ne sais pas, sur les textes, par exemple, Mmh. ça pourrait être peut-être un peu, on pourrait se mettre autour d'un texte pour dire, bon, et là, pourquoi tu as Oui. amené tel et tel truc. Mmh. Mais on trouvait que ce qui se passait devant nous, en tout cas quand on était sur ces événements, était un état de la création qui était particulièrement intéressant. Alors pour nous déjà, parce qu'on travaillait déjà sur le jeu de société. Moi, j'avais en particulier, et c'est aussi pour ça qu'on avait contacté Super Proto Numérique, travaillé avant sur la numérisation Mmh. du jeu de société. On s'était intéressé, par exemple, au crowdfunding. Donc, Mmh. on a publié un article avec des collègues sur cette question-là. Au moment où ça a explosé un peu, c'était pour ça qu'on était sur les salons à Cannes. On faisait des entretiens avec les gens pour savoir ce que ça changeait ou ce que ça changeait pas. Donc, on avait déjà toute cette connaissance. Donc, regarder pour nous le prototypage, c'était une manière d'approfondir un petit peu la connaissance du secteur. Voilà, comment ça Mmh. marche, comment on construit une idée, ensuite qu'est-ce qu'elle devient, etc. Mais il y a aussi un intérêt au-delà de ça,
plus largement pour la recherche en général sur les industries culturelles et créatives, de se dire, bon, ben, peut-être que ce cas-là est assez intéressant. Et donc l'idée, pour aller plus concrètement dans ce qu'on veut faire, c'est on est parti sur l'idée de suivre des auteurs et leurs prototypes dans justement les différents événements et en essayant de se dire qu'on allait pouvoir faire des espèce de biographie Mmh. conjointe des prototypes et puis de Mmh. leurs auteurs pour voir les parcours respectifs. Alors dans les faits, bah, ça c'était le projet. Dans les faits, pour différentes raisons, on s'aperçoit que c'est quand même assez compliqué. Bah, notamment que les auteurs ont souvent plein de prototypes en même Mmh temps, mh. donc c'est pas toujours évident. Donc voilà. Mais en fait, là pour l'instant, ce qu'on fait, c'est que donc on fait des entretiens, donc on discute avec des auteurs. On essaye aussi de les voir en vrai avec les prototypes quand ils sont physiques, quand ils sont voilà, ou numériques, d'essayer de les apercevoir et de discuter avec eux de bah, pourquoi ils ont eu cette idée-là, qu'est-ce qu'ils ont amené, qu'est-ce qu'ils ont changé, pourquoi ils l'ont fait. On s'intéresse aussi au collectif d'auteurs, donc essayer de comprendre ce qui se passe dans ces espaces. Et puis on se déplace sur certains salons, événements pour, heu, pour observer les protozones Mmh. et là aussi prendre des images, prendre des notes, discuter avec les gens. Je laisse Aurore compléter Ouais. peut-être. Ouais, J'ai y a tout pas de dit. souci. J'aurais dû Non. commencer. Non, mais c'est très bien. Il y a pas de OK, bon, voilà. super. Ok. Et du coup, parmi tous ces profils d'auteurs, de prototypeurs, il y a des tendances parfois qui se créent, ou ou qui se dessinent. Il y a des types de jeux, par exemple, qui sont plus valorisés, ou c'est en fonction des années, ou c'est vraiment de tout. Enfin, est-ce qu'il y a voilà, des, ouais, oui, c'est ça, des tendances qui se détachent, ou des profils qui se détachent parmi d'autres? Des types de prototypes? C'est ça, ou des types d'auteurs, peut-être des parcours d'auteurs qui font en fait une sorte de parcours type ou de prototype type, pour ainsi dire, parmi tout le panel que vous avez déjà commencé à étudier, ou c'est Prototype vraiment très... prototype type ou parcours type, je sais pas, mais par contre, il y a quand même quelque chose qui revient, c'est que, il y a différentes manières de prototyper, ça c'est certain. Et il y a si une sorte de parcours, ouais, il y a quand même une sorte de parcours, il y a une évolution dans les parcours qu'on constate, qui se retrouve chez tous les auteurs que l'on a entretenus. Entre le fait de prototyper seul de son côté, le fait de commencer à faire tester en fait le prototype à son entourage, et finalement ce qui change vraiment la donne en termes d'apprentissage, de prototypage et de perfectionnement, on va dire un petit peu dans le processus créatif de l'auteur, c'est l'intégration dans des collectifs, ce qu'a dit Vinciane tout à l'heure finalement, parce que ce sont le retour des autres auteurs, le regard en fait finalement qui est presque professionnel et qui parfois est professionnel parce que dans les collectifs d'auteurs, on a aussi des auteurs édités, des auteurs professionnels, qui fait qu'on comprend finalement comment se constitue un jeu de société, qui fait qu'on commence à comprendre ce qu'est une mécanique de jeu, qu'on commence à se rendre compte, ben voilà, ben un prototype, il faut le travailler, il n'y a pas tout qui est bon, c'est pas parce que ça fonctionne en fait que ça en fait un bon jeu. Et donc, voilà. Et l'intégration dans les collectifs, surtout, ça permet généralement aux auteurs déjà de tester leur prototype, mais aussi de se faire une boîte à outils, d'apprendre de plus en plus de mécaniques, parce qu'ils apprennent de leur jeu, des retours qu'on fait sur leur jeu, et ils apprennent aussi des jeux des autres, hein, et ce genre de choses-là. Le fait de jouer à côté aide aussi beaucoup, donc du coup, à se constituer cette mécanique-là. Donc il y a ouais, une évolution du regard, en fait. Je sais pas si tu veux... Sur les parcours, ouais, effectivement. Après, je pense que voilà, il faut aussi rappeler qu'on est en cours d'enquête. Voilà, c'est ça. Et donc là, on a des hypothèses, hein, déjà, il y a des choses qui se dégagent parce que on a pu faire quand même, Aurore travaille très bien, donc on a de données déjà, mais on n'a pas encore pu tout traiter. Mm, Après, mais après, on va dire des choses sans doute que oui. vous percevez assez
intuitivement dans votre pratique, c'est qu'on voit que oui, quand même, il commence à ressortir des profils Mmh. chez les auteurs déjà, c'est qu'on voit un petit peu Oui. qu'il y a les parcours sont pas tout à fait les Mmh. mêmes. On voit par exemple une espèce de type, alors ça reste des stéréotypes, hein, évidemment dans la réalité les gens ne collent pas tout à fait. Mmh. On voit par exemple qu'il y a des animateurs souvent qui se retrouvent en auteur, enfin des gens qui ont un parcours d'animation, d'éducateur, etc. Et puis Oui. il y a des gens qui ont plutôt des parcours scientifiques ou ingénieurs, informatiques. Et il y a d'autres catégories qui sont peut-être plutôt les gens qui sont dans alors, l'éducation, et, après, là, pour l'instant, c'est plutôt en fonction des gens qu'on rencontre et des profils qu'on interroge. On n'a pas encore, mais ce serait une idée qu'on aimerait développer, essayer de croiser ça avec les types de jeux aussi Mmh qu'ils mh. développent, parce que ces gens-là développent des jeux qui ne sont pas les mêmes. Mmh. Donc bah, ça fait partie des choses qu'on regarde un peu. On s'intéresse aussi effectivement dans les parcours, Mmh. Aurore l'a bien décrit, hein, cette rencontre avec les collectifs qui est quelque chose, moi il me semble de relativement récent. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est des collectifs qui étaient moins présents quand on a commencé à Mmh. s'intéresser à ce secteur. Et puis on regarde quand même aussi, parce qu'on est quand même en sociologie, un peu les hiérarchies, dire, Mmh. est-ce que tous les collectifs, toutes les formes de parcours se valent? Comment expliquer que certains, voilà, font des parcours plus rapides? Et puis une chose qui nous intéresse toutes les 2, je crois aussi, c'est, on a parlé de professionnalisation, mais c'est aussi toute, la marge de possible qu'il existe Entre entre, les 2, ouais. l'amateur et Mmh. le professionnel. Mm. Donc voilà, on n'est pas obligé d'attendre que tous les auteurs aient envie de se professionnaliser. Non, voilà, c'est ça. En fait, les collectifs, souvent, ça concerne des auteurs qui ont envie d'être édités ou qui aimeraient bien. Mais, et aussi, ça concerne un certain format d'édition parce que ce qu'on a, en tout cas, ce qui ressort en fait finalement des entretiens, c'est que quand on veut prototyper pour être édité, qu'on cherche vraiment un éditeur, généralement, on crée avant tout une mécanique de jeu avant de créer un jeu en entier. Et les gens qui sont souvent, enfin, les auteurs qui sont souvent attachés à leur thématique ont plutôt tendance à finalement s'orienter vers le numérique et le financement participatif pour rester auteurs en fait pleinement de leur jeu en s'auto-éditant. Ça, c'est aussi 2 parcours différents, c'est vraiment 2 manières différentes de prototyper, de s'investir de s'investir finalement et les 2 fonctionnent. Les 2 fonctionnent. D'ailleurs, des fois, c'est pas incompatible aussi avec le fait d'avoir un parcours au sein de collectifs d'auteurs et on peut bifurquer en cours de route et choisir finalement un autre mode d'édition. Totalement. Je sais pas si tu veux, rajouter quelque chose, Ok, mais du coup aussi, ouais, j'imagine que les auteurs pros ou ceux qui ont déjà édité aussi ont une vision différente de ceux qui n'ont pas encore édité et qui sont un peu peut-être plus, on va dire, jeunes dans le domaine du prototypage de jeux de Mmh. société aussi, j'imagine. Euh, Alors oui, je ne sais pas si tu voulais poursuivre ta non, non. question? En fait, oui, je vais faire une réponse de Normand. Oui et non. Donc, il y a en fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, mais ça reste encore à confirmer parce qu'on a pas encore, assez de données sur, chaque type de parcours. Mmh. Et puis c'est aussi qu'est-ce qu'on appelle, professionnel, qu'est-ce qu'on appelle, édité. Oui. On a quand même l'impression que malgré tout, le discours, notamment via, les normes qui se diffusent sur, comment créer un jeu, qu'est-ce qui fait que c'est un bon jeu, qu'est-ce qui fait que c'est un jeu éditable, comment ne pas faire peur à un éditeur, et cetera. On pourrait faire effectivement, je ne sais pas si ça a été fait, mais les 10 façons de ne pas faire peur à un éditeur. Sont quand même assez, partagés, et que Mmh. donc on a, un discours là-dessus en tout cas, qui est un peu différent. Par contre, on a vu des gens qui effectivement sont sortis un peu des collectifs une fois Mmh. qu'ils sont Oui. édités plusieurs fois, et reforment des réseaux, mais ça pareil, hein, c'est des choses que vous devez quand même bien percevoir, reforment, des réseaux
plus petits, Mm. voilà, où ils ont des gens avec qui ils ont l'habitude de travailler. Totalement. Et voilà, ce qui souvent, qui travaillent en collaboration, mais ça, c'est l'un de des choses aussi qui nous a un peu surpris sur les derniers terrains, c'est de voir le nombre de collaborations qui se développait beaucoup en Mm, mm. animation. Après, c'est en tant que retour en fait des auteurs édités sur les prototypes des jeunes auteurs, à part leur faire des fois prendre conscience que leur jeu n'est pas si bon qu'ils le pensaient, il y a quand même la même bienveillance en fait, enfin le même, en tout cas le même regard, j'ai l'impression. Il y a vraiment une question de quand même de transmission d'un certain savoir Mm. que l'on retrouve. Et j'ai eu des échos de jeunes auteurs qui m'ont expliqué que comme on leur a dit que leur prototype n'était pas bon, ils ont un petit peu été traumatisés parce que certains, voilà, dans les collectifs, des fois, ils vont quand même beaucoup dans le détail. Mais une fois qu'ils sont revenus et qu'ils ont compris pourquoi on leur a quelque part un petit peu démonté leur prototype, ça se passe très bien en fait, même avec les auteurs, donc du coup plus professionnels. Et c'est ce que disait donc du coup Vincent tout à l'heure, il y a différents. Ça dépend aussi de ce qu'on appelle professionnel et professionnalisation, parce qu'il y a des auteurs édités mais qui n'en vivent pas et qui ont un travail à côté et qui se considèrent pas vraiment auteurs de jeu non plus. Donc ils ont été édités, mais finalement leur emploi principal, comme c'est pas être auteur de jeu, ça reste pour eux de l'amateurisme malgré tout. Voilà. Peut-être que là encore, comme dans beaucoup de domaines, il y a peut-être un clivage plus important qui se fait sur les personnes qui se définissent comme professionnelles parce que Mm, c'est le principal, enfin, la plus grande partie de leurs revenus provient des revenus générés par les jeux qui sont édités et qui se déclarent du coup auteurs à plein temps. mm, Et que effectivement là dans ce cas-là on a peut-être plus des profils, mais encore une fois ça reste à confirmer, mais c'est mm, un peu l'hypothèse qu'on peut faire de personnes qui sont avec des discours assez différents, surtout qui vont être plus sélectifs, on va dire, sur leur démarche, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se permettre de dire oui, bon, ben, moi, mm, voilà, je connais tel éditeur et je vais pas aller voir tout le monde, etc. Mais globalement, c'est quand même un environnement où on voit beaucoup de. Alors, j'aime pas trop ce terme parce que c'est vraiment un terme très business, mais de coopétition, on va dire. C'est-à-dire que c'est plutôt. Enfin, il y a évidemment une concurrence parce que tous les jeux mm, peuvent mm, pas être édités. Et en même temps, c'est on est beaucoup plutôt dans la construction d'une entraide, effectivement mm, d'un collectif professionnel et mm, professionnalisant dans lequel on n'a pas, finalement, on a plutôt intérêt à tous devenir meilleurs. Et mm, ça, c'est quelque complètement. chose, en fait, qu'on avait déjà observé un peu, c'était un de nos constats sur tout ce qui se passait autour du crowdfunding, de la numérisation. Un constat qu'on avait eu, c'était que c'était un secteur qui travaillait beaucoup à l'augmentation globale de sa qualité. C'est-à-dire que voilà, le crowdfunding, c'était aussi une manière pour les joueurs passionnés de soutenir des créations plus diversifiées ou Mm, adressées à des niches. Et on retrouve ça un mm, peu dans l'étude sur les auteurs et sur le prototypage, sur cette activité qui pourrait presque être mm, considérée comme un loisir, justement, en soi, qui est plutôt dans l'entraide et dans l'idée que si on mm. bosse tous ensemble, en fait, on va forcément tous produire des meilleurs jeux. Hmm. On est un peu Oui, sur le semi-coop. Oui, c'est ça, effectivement, tout à fait. mhm. Et du coup, Bah, désolé, je t'ai coupé, Aurore. non, non, c'est bon. C'était par rapport au profil d'auteur que je voulais ajouter quelque chose dans le sens où les motivations ne sont pas forcément non plus les mêmes et la manière de voir le jeu, même parmi les auteurs qui font partie donc, de collectifs et qui ont l'habitude, sont un petit peu différents. Ça rejoint un petit peu les profils. On va se retrouver avec des. J'ai entendu parler de deux choses différentes. Les auteurs qui étaient vraiment intéressés par le fait de construire des mécaniques, et c'était vraiment des mécaniques qu'ils voulaient vendre à des éditeurs, et d'autres qui voulaient faire vivre une expérience à un public. Et donc, dans les deux cas, en fait, ça va s'axer sur la mécanique, mais pas avec la même chose. D'un côté, ça va être peut-être un réglage plus mathématique, et de l'autre, ça va être une prise en compte de l'expérience complète, en intégrant en fait aussi les matériaux, enfin voilà, le toucher, le visuel, et ce genre de choses-là. Donc, même s'il n'y a pas nécessairement de thématique qui est posée
un jeu quand il est prototypé, certains essayent quand même d'anticiper le plaisir de jeu qu'il peut y avoir derrière. Ce qui ne veut absolument pas dire que les gens qui sont très dans un fonctionnement très thématique ne cherchent pas le plaisir de jeu aussi. D'ailleurs, mais on va dire qu'il faut les deux, de manière générale, avant de proposer un prototype à un éditeur. En tout cas, de ce que j'ai l'impression, en fait, il faut qu'il y ait ces deux aspects-là, mais que tous n'ont pas les mêmes, simplement le même bagage, et que tout le monde, en fait, n'a pas les mêmes possibilités, enfin, les mêmes compétences, tout simplement. Donc, j'ai l'impression, par exemple, pour reprendre un petit peu les catégories de l'ancienne, qu'elle a énoncées tout à l'heure, donc on a dit qu'ils sont des proto-catégories, quelque part, des proto-catégories. Les personnes qui ont plus tendance à être, qui reviennent plus des milieux de l'animation, de l'enseignement, ont tendance à mettre un petit peu l'expérience avant, et après à chercher à régler donc les mécaniques, l'aspect plus mathématique. Et les personnes que l'on retrouve de l'autre côté, donc d'un côté on va dire plus ingénieur et scientifique, parce qu'on retrouve quand même pas mal de gens en informatique, en sciences dures, et notamment les mathématiques, qui donc de ce fait ont tendance à fixer très rapidement les mécaniques. En fait, c'est facile d'équilibrer un jeu, parce qu'on parle d'équilibrage aussi. Par contre, c'est plus difficile de faire vivre une expérience positive, ou de faire émerger donc des sentiments, ou de créer une interaction, en fait, finalement, entre les individus, parce que c'est aussi le plaisir du jeu de pouvoir interagir joyeusement entre nous aussi. Et donc ils ont plus de mal avec cet aspect-là parfois. Donc voilà, pour certains, ça va être le fait de faire vivre une expérience collective qui va être facile, et de l'autre, ça va plus être le fait de régler des mécaniques. Après, sur les types de jeux, enfin, une des choses qui nous intéresse dans ce projet aussi, c'est d'essayer de comprendre que ces formats et ces contextes dans lesquels on prototype, et les outils aussi avec lesquels on prototype. C'est pour ça qu'on s'est intéressé au super proto numérique et au prototypage sur plateforme. Est-ce que ça a aussi une influence sur le type de jeu produit? Et ça, c'est pareil, c'est un peu en cours. On se pose la question de à quel point le fait d'aller sur un salon conditionne, va plutôt privilégier par exemple certains types de jeux, certaines durées de jeu, le fait d'avoir des jeux qui sont quand même à un public assez large, c'est-à-dire qu'arriver avec des jeux experts où il va falloir des heures et des heures pour faire une partie, sur un concours de prototypes, ça va pas être génial, quoi. Donc on s'intéresse aussi à la façon dont tout ce qui se passe dans l'animation du jeu de société, dans cet environnement-là, conditionne aussi le type de jeux qui peuvent être produits dans ce cadre. Parce que du coup, on voit bien qu'il y a tout un effort de professionnalisation, d'aide aux jeunes auteurs. Mais une des questions qu'on se pose quand même, c'est aussi à quel point ça ne va pas formater potentiellement un petit peu des choses. Donc voilà, donc c'était par exemple, parce qu'il me semble que je pensais à ça sur des questions. C'est un truc qui va obliger, par exemple, quand même, si on a un profil plus matheux, mécanique, à quand même prendre en compte l'expérience un peu plus, parce que finalement, sinon, on a quand même du mal à attirer les gens sur une table dans une cryptozone. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le jeu de société, il est en plein boom, en fait, depuis vraiment une dizaine d'années, j'ai l'impression, à peu près, mais vraiment en très très grand développement. Et ça, c'est dû au fait que ça a touché le grand public, et on ne touche pas le grand public avec des jeux experts. Donc c'est aussi pour ça qu'un type de jeu qui généralement se développe, c'est soit des jeux entre deux, ou soit des jeux d'ambiance, ou des jeux du moins familiaux, ou voilà, pas en tout cas des jeux experts. J'ai même alors ça, par contre, c'est juste le point de vue de certains joueurs et de certains boutiquaires qui, selon eux, en fait, il y aurait même un recul de l'édition du jeu du jeu expert, en fait. Et les zones, en fait, les protozones seraient de moins en moins dédiées aux jeux experts, ou du moins ça n'occupe pas du tout le même volume en termes de place, où les publics visés, c'est plus les familles, finalement, les soirées amicales. Voilà. Sur ces espaces-là. Sur ces espaces-là, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est pour rejoindre exactement ce que tu disais, le fait que ça entraînait une certaine standardisation des... Voilà. Oui, et puis on a entendu parler assez récemment aussi de la saturation un peu du marché du jeu de société aussi, puisqu'on a des centaines, voire même parfois un millier de jeux qui sortent en France par an, ce qui est énorme quand même, qui sont édités par an.
Et du coup, est-ce que c'est quelque chose aussi qui revient dans le discours des éditeurs ou des auteurs, ou d'autres professionnels d'ailleurs que vous avez peut-être pu interroger, de ce côté-là, un peu de la peur de, bah, voilà, il y a eu l'ère du jeu de société a été à son apogée, mais maintenant, bon, bah, les auteurs se multiplient, les éditeurs se multiplient, mais on arrive à une saturation et peut-être un plateau, voire même Mm. peut-être une descente justement de cette effervescence. Il y a une question, ouais, il y a plusieurs choses là-dedans. Déjà, effectivement, on a vu cette augmentation euh, du, du nombre de jeux sortis, mais c'est vrai c'est difficile de dire si ça correspondait à vraiment une extension du public ou si c'était quand même plus ou moins quand même à peu près le même public, on va dire un peu élargi, mais qui consommait plus diversifié et plus quoi en fait. Donc ça c'est toujours compliqué. On a un peu de données sur les pratiques de jeux de société. Clairement, c'est quelque chose qui s'étend un peu, mais l'extension du public ne peut pas non plus expliquer, voilà, Mm. peut pas effectivement absorber ça. Et donc, alors, est-ce que ça sature en fait c'est un problème assez classique dans les industries créatives et culturelles, hein. Le jeu Mm. vidéo a connu ça il y a très peu de temps, avec ce qu'ils ont appelé à un moment l'indie-apocalypse, au sens où il y avait tellement, enfin, le jeu indé a connu une croissance fulgurante, et puis à un moment, ça a marché au départ, il y a plein de gens qui ont fait beaucoup de succès, et puis à un moment donné, la question c'était comment on se distingue dans la foule, en fait, comment on arrive parce que les gens n'ont pas un temps de loisir infini, une Oui. attention illimitée. Et c'est vrai que là, on a l'impression qu'il y a eu, alors bon, c'est compliqué, parce qu'en ce moment, l'économie globale, hein, c'est compliqué, mais qu'il y a eu une forme de saturation, et avec voilà, en particulier là, cette année, sur l'édition notamment du Festival de Cannes, c'est revenu, il y avait un discours très différent, on va dire, de celui qu'il y avait les années précédentes vis-à-vis notamment des éditeurs, vis-à-vis du fait que quand même, ben, même quand on sortait un jeu, le temps de présence en rayon était quand même bien Mm. limité, et que ça devenait un peu dingue, quoi. Voilà, on regarde, bon, pour l'instant, là, on observe ça, on n'a pas beaucoup de, mais on voit que c'est un phénomène quand même assez répandu, et donc on peut supposer que à un moment donné, il va y avoir une régulation d'une Mm. manière ou d'une autre. Une des questions, hein, quand même, une des questions qu'on se pose, c'est aussi dans quelle mesure les collectifs d'auteurs, pour le coup, jouent pas un rôle de rétention un peu, c'est-à-dire de quand même filtrer ou Mm. pré-filtrer les propositions pour éviter d'avoir voilà, une abondance ou des jeux de... Voilà. Et finalement, ils opèrent quand même une fonction de filtre avant l'arrivée vers les éditeurs d'un Mm. certain nombre de produits, quoi. Oui, et puis après, il y a quand même pas mal d'éditeurs différents qui essayent leur collection aussi, en fait, quelque part, Mm. leur propre catalogue plutôt que collection. Et au-delà, en plus de ces éditeurs-là, qui font bien entendu à nouveau un filtre, il y a aussi donc les vendeurs en boutique, qui eux-mêmes, en fait, finalement, ce sont eux quand même qui décident de ce qu'ils vont vendre. Et eux, ils font, enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris, ils font quand même un assez gros filtre aussi. Donc, en fait, ce n'est pas tant au niveau de l'édition, j'ai l'impression que se fait le plus gros filtre, mais chez les boutiques. Enfin, en tout cas, c'est un sentiment que j'ai, hein. C'est revenu que dans 2 ou 3 conversations, donc c'est vraiment très très restreint. Mais ça émerge quand même que les boutiquaires, bah voilà, ils disent, bah en fait, on a tant de places dans la boutique. Si un jeu ressemble trop à un jeu qu'on a déjà, on va pas l'acheter parce que enfin, voilà, il faut avoir un catalogue varié. Donc ça se joue le filtre aussi à ce niveau-là. Et il ne faut pas oublier que les boutiquaires, hein, on me les a présentés comme à un moment donné, ce sont quand même les ambassadeurs des jeux. Ce sont eux qui vont les vendre, ce sont eux qui vont les défendre. Donc s'ils n'achètent pas les jeux à un éditeur, bah, ça Mm. arrête. Donc le plus gros filtre, j'ai l'impression que c'est ça. Donc on peut être édité, mais ça ne veut pas dire que le jeu va se vendre non plus, puisque le filtre est après. Hmm. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, si. Et du coup, tu faisais le parallèle tout à l'heure avec les jeux vidéo, justement, puisque tu as travaillé sur les jeux vidéo anciens. Et du coup,
Il y a des gros points communs que tu retrouves entre tes recherches sur le jeu de société et tes recherches précédentes sur le jeu vidéo, ou peut-être que tu continues d'ailleurs tes recherches sur le jeu vidéo d'ailleurs en parallèle. Euh, mais est-ce qu'il y a voilà, des croisements ou des points communs que tu retrouves? Oui, enfin, sur cette question de prototypage, il y a beaucoup de points communs. Et puis, il y a aussi des gens que je retrouve, en fait, parce que, mine de rien, aujourd'hui, dans le Mm. jeu de société, on trouve des game designers qui ont été formés souvent dans des formations qui préparent au métier du jeu vidéo. Et donc voilà, donc on retrouve un peu des acteurs, il y a quand même des acteurs, hein, c'est pas exactement les mêmes mondes, mais il y a quand même des gens qui font un peu la passerelle. Et puis effectivement, quand j'ai commencé à travailler dessus, j'étais frappée de voir ce phénomène d'explosion qui était quand même très Mm. similaire avec des créateurs plutôt qui étaient plutôt des outsiders qui arrivent et qui proposent des choses et puis le côté en fait assez ouvert de cet univers qui était celui qu'on trouvait sur un moment de l'explosion des jeux indépendants via Steam. Donc je continue à travailler un peu d'ailleurs sur la question enfin plutôt ce travail-là m'incite à retourner voir des développeurs de jeux vidéo, à leur faire parler aussi de prototypage. Euh, mais des points communs et en même temps, c'est quand même très différent au sens où le prototypage le prototypage, c'est une activité qui pourrait être assez proche, au sens où elle a un coût qui pourrait être similaire si on s'arrête vraiment au prototype, mais la production en elle-même des jeux vidéo est quand même souvent beaucoup plus coûteuse. Mm. L'investissement est beaucoup plus grand en ressources humaines et souvent technologiques. Voilà. Après, hein, évidemment, il y a des exceptions. Et donc, il y a quand même des différences assez importantes. En revanche, on observe, j'ai des collègues, par exemple, qui ont travaillé sur les personnes qui utilisent des outils, des plateformes de création de jeux vidéo, Mm. voilà, qui sont assez faciles d'accès et qui s'intéressent à la façon dont, du coup, pour eux, créer un jeu vidéo, c'est comme un peu quelqu'un qui ferait de la musique en amateur, en fait, Mm. finalement. Des gens qui créent des niveaux de jeu. Et là, je pense qu'on retrouve des choses qui peuvent être assez proches de l'activité de prototypage dans le jeu de société. C'est-à-dire qu'on joue, c'est finalement une continuité de la consommation, de la Ça, par contre, ouais. pratique, on est joueur, et puis à un moment, voilà, ça c'est quand même quelque chose qu'on retrouve toujours, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs de jeux de société qui, à la base, sont des joueurs de jeux vidéo. Il y a une partie qui était joueurs de jeux de société, mais la plupart, en fait, en tout cas de ceux que moi j'ai interrogés, sont à la base plutôt des joueurs de jeux vidéo. Et certains ont fait des écoles de game design aussi en jeux vidéo. Et j'ai une petite question, en fait, pour toi. Non, mais c'est une question toute bête. Parce que j'ai entendu, je sais pas si c'est vrai, hein, mais j'ai entendu dire que dans l'industrie du jeu vidéo, il est arrivé, en fait, finalement, que l'on propose à un éditeur de jeu des qui sont pour moi en fait des formes de prototypes, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça arrive souvent ou pas? Oui, oui, là, ça c'est systématisé. C'est d'ailleurs, Mm. on forme les étudiants en jeux vidéo, on les forme à produire des prototypes en fait qui sont des démos parce qu'en fait, ça leur sert ensuite de passeport, de portfolio. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être recruté enfin, c'est une industrie qui recrute surtout sur les projets, sur Mm. plus le talent que les diplômes, finalement. Donc, en fait, on va beaucoup travailler dans les écoles à faire produire des démos jouables. Mm. D'ailleurs, enfin, même quand l'instruction, comme à l'Engmin par exemple, c'est de faire un vertical slice, c'est-à-dire que normalement c'est une version du jeu qui n'a pas besoin d'être jouable, d'être vraiment, on peut juste en faire la démo et pas nécessairement
la laisser jouer à des gens de manière autonome, ben, en fait, les étudiants font quand même des démos parce qu'ils veulent pouvoir derrière les montrer à des possibles recruteurs, etc. Mm. Donc oui, il y a beaucoup, et puis ça reste du jeu. Donc en fait, une des caractéristiques du jeu, j'ai une collègue qui est du coup chercheuse en game design, qui reprend qui dit bah, ce que savent les game designers, c'est-à-dire on peut concevoir sur papier, mais à un moment donné, entre les spécificités de la machine, la façon dont le game designer a pensé les règles, mais la façon dont les interactions entre les règles elles-mêmes vont créer des situations inattendues, et puis ce que l'expérience du joueur va produire, en fait, voilà, vous savez bien, parce que ça fait partie de notre activité. Et c'est aussi vrai dans le jeu vidéo, voire un peu plus, parce qu'en plus, il y a cette partie mécanisée ou automatisée qui rajoute, je ne sais pas si c'est plus compliqué, mais en tout cas, ça crée des problèmes différents. Ok. J'ai répondu à ta question. Tu as répondu à ma question. Alors, je vais juste passer un peu du coq à l'âne. Pardon, t'avais quelque chose à dire, désolé. Non, c'est bon. D'accord, ok. Parce que Alex avait posé une question. En rapport avec ce que vous disiez, est-ce que vous observez que la dimension numérique aurait plus tendance à orienter le processus de création vers une approche mécanique plutôt que l'approche d'expérience, étant donné un contexte social à distance, ou au contraire, ça tend à compenser ce contexte vers l'expérience? Ah. Compliqué. Compliqué. Est-ce que j'ai envie de dire, c'est là où en fait on a besoin de cas, on aurait besoin de cas concrets en fait pour voir la situation. L'impression qu'on a quand même quand on interroge des gens qui font des protos numériques, c'est qu'à un moment donné, c'est quand même important de les passer en physique et de les tester. Mais en même temps, c'est un discours, et je ne sais pas à quel point c'est vrai, parce qu'on a aussi rencontré des auteurs. À Cannes, par exemple, on a fait un entretien avec un auteur qui lui-même n'avait jamais testé encore son proto en physique, donc qu'il n'avait pas vu en fait. Il avait fait à distance, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent à distance maintenant, justement en collaboration. Et donc c'était intéressant parce que tout l'entretien, il n'avait pas du tout parlé du numérique, de sa façon de travailler. Il travaillait avec Tabletopia, je crois. Et oui, c'est ça. Et du coup, il n'avait pas du tout évoqué le truc. C'était complètement transparent. Et puis au dernier moment, il dit ah oui, mais si, bien sûr, on l'a fait sur. Et là, d'accord. J'ai eu exactement le même cas. J'ai eu exactement le même cas. Un auteur en fait qui avait développé un jeu où l'expérience en fait se retrouvait très très bien notée. Aucun problème. Où même l'ergonomie en fait elle-même du jeu, donc la matérialité était vraiment super. Et c'est à la fin de l'entretien, quand on lui a dit mais comment t'as équilibré ton jeu, il a dit bah Tabletopia. Enfin, il a d'abord demandé à combien d'heures d'équilibrage tu es, de test en fait de ton jeu, parce qu'il faut faire tester un jeu pour faire tourner. Et il nous a dit 50 heures. On s'est dit ah mais voilà, tu as bien fait tourner, collectif, festival. Il fait ah non Tabletopia. Donc en fait il avait équilibré son jeu tout seul avec Tabletopia et il s'est arrivé un truc qui fonctionnait très très bien avec voilà, en face à face. Après, je sais que certains auteurs m'ont dit que l'expérience n'était pas la même parce que ils peuvent pas toucher justement les pièces, parce que ils sont pas directement avec la personne en face, donc ça peut changer. Sur un jeu d'ambiance, par exemple, on m'a dit que c'était un peu difficile, voilà, de faire ce genre de choses-là, mais pour d'autres jeux, ça marche. Hein. D'ailleurs, il y a le jeu en ligne quand même qui se développe pas mal avec Board Game Arena. Tout à l'heure, j'ai un collègue qui m'a qui jouait à des jeux de plateau, mais avec des sur application sur sa tablette. Et ça marche bien aussi, et dans le sens où voilà, l'interaction et le plaisir de jeu collectif n'est pas forcément coupé, en tout cas avec le numérique. Et c'est pareil, quand on teste finalement un prototype en numérique, il y a quand même donc, des collectifs d'auteurs en ligne, il y a SPN, mais il y a aussi des collectifs informels qui se forment, et ça marche aussi. Enfin voilà, ça dépend du type de jeu aussi, je pense. Et, peut-être de la sensibilité des prototipeurs aussi, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont besoin de voir les réactions des autres, de voir la façon dont ils appréhendent les choses, et pour qui du coup passer par une interface numérique, là c'est un peu compliqué. Après c'est vrai que j'avais l'impression quand même que pour le coup, oui, on a cette impression que pour certains types de jeux,
ça facilite au sens où des jeux très complexes, experts, avec beaucoup de données, c'est sûr que pour en fait, c'est quand même un peu. Et la question du coût aussi, hein, qui revient quand même Oui, pas mal de fabrication. voilà. Ça coûte Donc, beaucoup moins cher de prototyper d'abord de prototyper d'abord sur un logiciel et après du coup de passer le proto. Non, mais ça c'est et encore maintenant pareil les matériaux qu'on peut utiliser pour prototyper, c'est en train de se démocratiser vraiment. Il y a des sites qui en vendent. Enfin, c'était tout pour le jeu par exemple. On peut retrouver des cubes, des meeples, on peut retrouver un petit peu tout ce qu'on veut. Mais j'ai des auteurs qui m'ont dit qu'ils faisaient ça il y a 10, 15, 20 ans. Enfin, ça, ils se ruinaient hein, pour faire un prototype. Et donc, du coup, là, ils pensaient vraiment à l'évolution du prototype. Ils faisaient pas des impressions tout le temps, quoi, par exemple. Hein. Ça, parce qu'il y a aussi ça dans l'évolution du prototype, c'est combien de fois on le change, combien de fois on change les pièces. Enfin, il y a toute cette petite dimension-là aussi. Mais, donc voilà, le prototype sert aussi à éviter les coûts trop importants. en numérique, quoi, du coup, En effectivement. numérique, ouais. On n'a pas. En fait, voilà, c'est une question c'est une très bonne question. Oui. Et il faudrait qu'on creuse l'analyse pour répondre Voilà, et oui, clairement. il manque encore des données là-dessus. C'est Ce complexe. qui peut être étonnant, on a vu. Et du coup aussi en parlant du numérique et du jeu de société, parce que il y a eu aussi alors je sais pas si c'est la mode justement, mais de plus en plus d'auteurs parlent de faire des jeux hybrides, donc à moitié avec des applications et à moitié sur le jeu de plateau. Alors ceux qui existent, ça va être les jeux typiquement d'escape game pour l'instant. Mais du coup, est-ce que c'est aussi pareil une tendance aussi qui s'installe et enfin, est-ce que parmi les profils d'auteurs que vous avez eu, ou même d'éditeurs, il y en a qui sont à fond là-dessus, ou qui justement voient un intérêt grandissant par rapport aux jeux de société classiques, ou aux jeux vidéo classiques, justement, d'avoir une sorte de compaction des deux univers Alors en fait, bon, oui, c'est marrant parce que comme on accueille, j'en ai pas parlé, mais depuis quelques années, enfin depuis quelques années, oui, en 2020, on a accueilli la collection de fonds patrimonial du jeu de société, qui était en fait une collection hébergée par le club à Boulogne-Billancourt, et qui, du coup, ils pouvaient plus la stocker. Du coup, on a fait une convention parce qu'ils souhaitaient qu'elle soit plutôt utilisée à des fins de recherche et gardée accessible enfin, dans le domaine public. Et en fait, dans cette collection-là, on a aussi un historique de ces jeux hybrides, c'est-à-dire que on a des jeux VHS, on a des jeux, voilà, donc les technologies changent, on va dire. Il y a pas mal de jeux électroniques, mais on voit que cette tentative de mixer le jeu physique avec des médias, voilà, plus contemporains, quelque chose qui est assez continu. Je pense que là aussi, c'est aussi beaucoup une question de compétences d'auteur. Nous, il y a un auteur qui travaille là-dessus qu'on connaît, qui est Sikourel, en fait, c'est David, hein, je crois que me trompe, qui a fait Chronicle of Crimes. Je ne sais pas si vous voyez du coup. Et en fait, lui, il est informaticien, il travaille dans un milieu proche du jeu vidéo. Donc, en fait, il y a quelque chose qui est assez. Voilà. Du coup, il a réussi à associer ces formes-là de manière. Enfin, parce que finalement, il avait deux compétences et il a réussi à trouver une modalité pour fonctionner avec. Après, ça demande justement, c'est complexe parce que ça demande justement ces compétences-là. Et je suppose aussi, mais ça, c'est peut-être que vous sauriez mieux le dire que moi, que c'est toujours un peu un pari, justement, vis-à-vis des éditeurs, d'arriver avec quelque chose où, voilà, il faut demander aux joueurs enfin, être sûr que ce soit quand même assez pratique et que ça ne demande pas des compétences ou que ça ajoute pas des complications fortes. Sachant il y a quand même l'idée, hein, on l'a dit, d'ouvrir à des publics plus larges. Finalement, c'est la meilleure d'augmenter la capacité d'attention d'un public, c'est d'aller chercher des marchés qui n'existaient pas, et convaincre des gens qui ne jouaient pas. Et effectivement, dans ce cas-là, on va avoir on essaye de simplifier quand même l'entrée dans le jeu. Ça, c'est quelque chose qu'on a aussi observé, hein, c'est
Mm. la tendance via l'information, les vidéos règles, etc., à toujours aller plutôt quand même vers plus de simplification. Du coup, ouais, je suis pas sûre que ça se développe. En tout cas, on n'a pas vu Non, beaucoup de protos moi de j'en ai ce pas vu. type-là pour répondre plus clairement à la Moi, je... question. Mais après, c'est peut-être un biais d'entrée, peut-être qu'on est allé dans les Oui, endroits où c'est il y a des gens possible. qui font ça. Mhm. Et puis, comme tu l'as dit, il faut s'y connaître déjà avant pour se lancer là-dessus. Et puis après, il y a le deuxième Mm. filtre, comme tu dis, voilà, qui peut venir bloquer l'éditeur, qui peut venir bloquer en plus. Mm, Donc, ouais, ouais. Mais, ouais, du coup, le numérique, quand même, prend une place quand même de plus en plus importante. Comme voilà, tu parlais des vidéos oui. règles, il y a les vidéos règles, il y a pas mal d'éditeurs aussi. Alors, je sais pas si vous l'avez eu enfin, quand vous avez interrogé les éditeurs, si vous le disent aussi, mais il y a quand même pas mal d'éditeurs aussi qui demandent à ce qu'on leur envoie une version numérique en fait du jeu plutôt qu'une version physique aussi du jeu. Oui. Euh, Mm. et du Ouais, coup, là, ouais, pardon. non, vas-y, finis. Du coup. Non, du coup, la question en fait c'était surtout est-ce que du coup c'est vraiment une tendance qui se voit que le numérique prend une place extrêmement importante ou c'est bon, ça arrive, mais c'est pas non plus euh, si important que ça. En fait, là, si je peux me permettre de commencer à répondre, c'est que, en fait, ce que j'ai observé, ça rejoint en fait ce que disait Ancien tout à l'heure, c'est que chez les jeunes auteurs, c'est quelque chose d'assez difficile à percevoir, parce que notamment chez les jeunes auteurs, le numérique fait tellement partie finalement de leur pratique quotidienne qu'ils n'en parlent pas. Donc des fois, ils utilisent des logiciels pour calibrer, pour compter, ce genre de choses-là. Ils vont utiliser Tabletopia, mais ils vont pas nécessairement en parler non plus. Donc en fait, il y a aussi cette difficulté-là pour mesurer en fait finalement Mm. l'impact du numérique, c'est qu'ils n'en parlent pas, ou très peu, ou alors il faut arriver, voilà. Et c'est des fois en fin d'entretien qu'on apprend, par exemple, ce sont des habitués des compagnies LUL, qu'en fait il y a tout, que leur apprentissage se fait dans des collectifs en ligne, et ce genre de choses-là. Ou même, comme je disais tout à l'heure, le fait d'acheter le matériel en ligne, c'est-à-dire qu'ils vont se renseigner sur Internet sur la manière dont on prototype, sur où on peut avoir des matériaux pour prototyper. Et ça les mène des fois oui, aussi des sociétés qui vont les aider à imprimer leur prototype. Il y a plein d'intermédiaires en fait finalement qui se développent et qui passent par Internet en fait. Mm. Il y en a qui ne voient en fait finalement que le résultat, des éditeurs hein, qui des fois ne voient le résultat que de leur jeu, ce que ça donne côté matériel, qu'une fois en fait qu'ils l'ont reçu parce que tout passe aussi par les négociations passent par le numérique. Mm. Finalement, le choix des fois des matériaux se passe en visio ou sur Sympathèque, ce genre de choses-là aussi. Ouais, c'est très vrai ce que dit Rose, qu'à un moment, c'est comme il faut qu'on pose la question pour que les Mm. auteurs nous disent qu'ils ont un carnet ou ils utilisent un crayon et un papier, quoi, Mm. parce qu'évidemment, c'est juste, voilà, ça paraît tellement évident que on va pas penser à le dire, donc il n'y a que des sociologues qui peuvent être assez bizarres pour poser la question. Mais voilà, donc effectivement, il y a un petit peu de ça sur en gros tous les outils qui vont permettre d'arriver au résultat. En revanche, une pratique pleine, j'ai l'impression, et uniquement sur plateforme de prototypage, je pense que c'est quand même plus rare. C'est que c'est Mm. quand même plutôt des pratiques assez mixtes qu'on a observées. Mm. Alors peut-être aussi parce que, pareil, on est allé plutôt voir trouver des gens dans des protozones, Oui, dans donc des espaces physiques pour l'instant qu'explorer Twitch ou voilà sans doute si on se met il faudrait qu'on le fasse si on c'est se met à prévu. faire ça ben, sans doute on va trouver des gens qui ont d'autres pratiques. Après, ce que j'ai vu, c'est que certains prototypes, enfin certains montent, enfin montent des campagnes, on va dire, tout seuls, enfin, en gros. Ils montrent petit à petit en fait l'évolution de leur jeu et ça leur arrive de créer des programmes côte à côte, enfin à côté, qui sont téléchargeables et testables par les joueurs qui font alors des retours. Ça, je l'ai vu par exemple, c'est pour Mage Noir, je crois, un LCG qui est sorti il y a quelques temps, ouais, Mage Noir Infinity qui est d'ailleurs sorti aussi sur Steam entre deux. Et là, ça repose une autre question, hein. Ça pose la question aussi de la frontière entre le jeu de société et le jeu vidéo, parce que Mage Noir, je l'ai chez moi. Donc du coup, je l'ai en physique, mais je l'ai aussi sur mon ordi, en jeu Steam. Et je sais que, et je dois avoir quelque part la version qui était téléchargeable et testable à un moment donné. Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé, pour moi, c'était, comme c'est un LCG,
C'était un jeu, pour moi c'est un jeu de société, et il y en a d'autres qui m'ont dit non, mais de toute façon les jeux de cartes c'est pas des jeux de société, et d'autres qui m'ont dit bah en fait, à partir du moment où ça a été numérisé, est-ce que c'est encore vraiment un jeu de société ou est-ce que c'est un jeu vidéo qui a une matérialité aussi à côté? Ou un jeu hybride, c'est vrai Un jeu qu'on a, hybride, on a c'est tout de pour ça suite que j'y ai pensé pensé, ouais. à l'autre version. Voilà. Mais oui, 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 Ça peut effectivement. représenter des différentes manières de jouer aussi. Oui. C'est pas la même mais là, on en revient à la question de l'expérience. Est-ce que l'expérience est la même? Je pense pas. Après, au niveau de l'équilibrage et de l'expérience vécue, concrètement, en dehors de la situation d'interaction avec les autres joueurs, peut-être que c'est. Enfin, voilà. J'ai pas encore testé les deux en comparaison. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y a cette question, Ouais. effectivement, qu'est-ce qui fait qu'un jeu transposé, un jeu de société transposé en numérique n'est pas un jeu vidéo? On avait, je crois, déjà eu un peu cette Ben oui, discussion dans bah, ces espaces. oui, ça a été ouvert par tout ce qui est Hearthstone, Magic Duel et ce genre de choses-là. Mhm. Il y a Alex qui vous remercie de la réponse à la question précédente, du coup, qui dit merci, je comprends. Oui, ça peut dépendre aussi du type de jeu. Complètement d'accord avec l'essor de BGA. On arrive à percevoir des expériences intéressantes sur certains jeux, tandis que sur d'autres jeux, certains éditeurs ne souhaitent pas les mettre sur BGA par soin de ne pas altérer ou induire en erreur, voire réduire le type d'expérience physique. Donc, voilà. Et du coup, la suite pour les projets, quelles sont les suites, puisqu'il y a quand même pas mal de projets en cours et pas mal de pistes, j'ai l'impression, d'exploration. Bah, peut-être on peut, enfin, une partie du projet en fait dont on n'a pas parlé, en fait, Aurore a travaillé dessus aujourd'hui. C'était l'idée, parce qu'on a parlé de matérialité, mais en fait là tout ce qu'on vous a dit, enfin, finalement on parle plutôt des discours des Oui. auteurs, des trajectoires, etc. Et en fait on a quand même toujours du mal à revenir sur la dimension, voilà, comment ça évolue, qu'est-ce qu'il y a dans un prototype, est-ce qu'il y a du carton, du bois, etc. Et donc là, on a aussi une petite dimension historique. On s'est dit qu'on allait essayer de vraiment prendre au sérieux, c'est-à-dire faire un peu des questionnaires pour les prototypes, où on va essayer de détailler pour les prototypes qu'on rencontre, leurs caractéristiques, en fait, les matériaux dans lesquels ils sont faits, les types voilà. En fait, on est parti donc quand je dis historique, c'est-à-dire que on travaille pas mal avec les gens du club, du coup à Boulogne, qui ont des archives du concours de créateurs. Donc en fait, ils ont gardé les lauréats de ce concours-là depuis, 1979, je crois. 1979. Et donc on s'est dit, tiens, ça pourrait être intéressant d'appliquer notre petit protocole là à ça, donc faire remplir nos tableurs. Pour voir si on voit voilà, parce qu'on parle d'évolution du prototype, mais en fait, voilà, on sait rien. Donc on fait des expérimentations un peu sur les contenus, et puis pour nous ramener aussi à la question matérielle, voilà, parce qu'on est toujours un peu plus tiré vers les auteurs et enfin, les gens que vers les objets, et on essaye d'y revenir un petit peu. Et Aurore pourra nous en parler. Mais par rapport à ça, il y a un truc que j'ai trouvé fabuleux parce que j'ai passé tout un après-midi en fait à coder ce qu'il y avait dans des boîtes des archives du club, du concours du club de Boulogne-Billancourt. Et ça, tout à l'heure, on parlait des collectifs et de la professionnalisation, et on a donné un regard finalement qui était très éditorial sur des gens qui se spécialisaient pour être édités. Et en fait, ce qui est le club donc est un concours où on peut voir, enfin le Boulogne-Billancourt dans son concours. Et donc en fait, ce que j'ai trouvé génial en fait là-dedans, ce qui m'a percuté par rapport à tout ça, c'est que eux, il y a beaucoup des jeux de leurs lauréats qui ont été édités, mais leur regard en fait est complètement différent. Il y a tout à l'heure, j'ai sorti de la moire un jeu avec un plateau comme ça, fait de bois massif, mais vraiment, hein, avec donc des poches entières de pions en laiton, en cuivre, en acier. Et honnêtement, rien que le jeu, quand on le soulevait, le prototype, déjà il avait dû coûter très cher. Alors on voit. Et en plus, il devait peser c'est 5 bons kilos. Et ça, c'est clairement pas un truc de cette forme-là. Donc la matérialité ne correspondait pas du tout à l'éditabilité, mais il avait été primé par le concours, en fait. Et donc ce sont d'autres attentes. Là, j'ai trouvé ça en fait intéressant. Et la matérialité, du coup, ne se manifestait pas de la même manière. D'ailleurs, on pouvait voir que les auteurs qui avaient déjà été édités
qui prototypait, même dans les années 90, un petit peu comme ce que l'on voit aujourd'hui dans les collectifs d'auteurs, c'est-à-dire des choses très centrées sur les mécaniques, assez simples. Mais ceux qui n'étaient pas pros, il y avait de tout et n'importe quoi. Enfin, de tout et n'importe quoi, c'est pas le bon terme. Mais on pouvait retrouver donc d'énormes plateaux comme ça en bois massif. On pouvait retrouver Mmh. voilà, des trucs coloriés à la main. Mmh. Voilà, c'était pas tout à fait, ouais, c'était pas tout à fait la même chose. Il y avait beaucoup de jeux qui étaient très très poussés, où on sentait que l'auteur derrière s'était lâché côté esthétique, s'était Mmh. lâché côté design, hein, sans prendre en compte justement Il y a toujours, on revient en fait, mais ce qui est toujours pareil, c'est-à-dire de dire si on prend trop en avance en compte les Mm, contraintes du marché, donc pour le coup, pour être prototype, ça passe via l'acceptation par un éditeur. Dans quelle mesure voilà, on n'a pas un risque quand même de passer à côté finalement d'une idée innovante parce que, parce que l'innovation de rupture, ça fait toujours un peu mm, peur au marché, quoi. Donc, c'est vrai que sur l'histoire du concours qu'on a un peu documenté aussi, il y a une attention assez forte à ça. D'ailleurs, mm, ils évitent de catégoriser les prix. Donc, voilà, oui, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas donc de figer en fait un peu les choses, quoi. Donc, enfin, voilà, par exemple, une des choses qu'on a l'intention de faire. Et puis surtout, il faut qu'on écrive maintenant, enfin, il faut qu'on traite. oui, Enfin, là, on va encore faire des. Alors, vous pouvez nous voir, Paris et Ludique. On fait encore la tournée de certains festivals. On sera à l'Alchimie du jeu à à Toulouse, Toulouse dans 2 semaines. sous peu. Voilà, on sera à Paris et Ludique. On va aussi participer à d'autres activités et on va essayer de faire des événements un peu variés sur leur format pour voir des contextes un petit peu différents. Et voilà, et donc ensuite, on va essayer quand même de traiter toutes ces données parce que mine de rien, ça demande un peu de travail aussi. Ouais, pour peut-être revenir sur une très très vieille question, en fait, je pense, enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai pour l'instant, c'est que l'espace dans lequel tu vas prototyper, les personnes auxquelles tu vas montrer ton prototype, va quand même définir un peu le genre de prototype que tu vas Mm. créer. Pour le concours, par exemple, de Boulogne, j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de créativité qui était permise, dans le sens, sans tenir compte de contraintes extérieures. Après, la créativité dans les collectifs d'auteurs, elle va s'exprimer encore autrement. Et la créativité, finalement, quand on va présenter un prototype à un festival, encore autrement. Et il y a encore, j'ai l'impression, une différence entre ceux qui, dans les festivals, présentent le prototype essentiellement pour le public et ceux qui cherchent à le présenter pour un éditeur. Voilà, c'est Mm. différents niveaux de création, c'est différents niveaux de contraintes, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans tous. Et donc, c'est différentes manières de prototyper. Et, voilà. Ouais, et prototyper pour soi, Et il c'est y a un truc prototyper pour soi aussi, bien qui entendu, ne hein. plaira à personne d'autre. Oui, non, 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 on en retrouve des auteurs qui prototypent, par exemple, dans les parcours, il y en a qui ont commencé par prototyper pour leur entourage, avec des amis qui sont restés dans le fait de prototyper pour l'entourage, et d'autres qui ont décidé de prendre une autre voie. Voilà. Mhm. Il y a Mighty Game qui dit Ups, hop, quand vous parlez. Oh, punaise, pourquoi je. Voilà, quand vous parlez d'un jeu avec un matériel très cool, j'avais joué il y a quelques temps au jeu Turbulence, fait main par un menuisier, et quand tu le vois, tu te dis que ça va jamais être édité comme il a pu l'être. Enfin, en termes de nombre de jeux vendus, Mm, même s'il a mm. profité d'une campagne de financement participatif, ça semblait assez irréel de produire à l'échelle ce que le mec a fait. Que le mec a fait. Mm. Ça, et des jeux comme ça, c'est souvent, ils sont pas édités par des éditeurs parce que produire ça en très grand nombre, soit ils sont simplifiés, donc ça passe au carton papier, soit ça c'est quelque chose qui a déjà été vu. C'est l'auteur en lui-même qui va décider donc de produire son jeu et donc il va le faire à la demande. Mm. Voilà. Il Mm. y a des auteurs en fait qui se disent oh, bah, tiens, bah, je vais mettre ça sur internet et je vais dire que je le produis à la demande, donc ça va être cher. Et la personne qui l'achète, elle va justement l'acheter pour la matérialité, va l'acheter pour le bois massif, va l'acheter pour avoir un jeu voilà, fait main, en fait, un jeu artisanal. C'est ça, on a vu apparaître, enfin, on voit ce modèle-là présent, c'est des gens qui font vraiment des choses sur un mode très artisanal, c'est-à-dire que finalement ils font Mm. quasiment tout eux-mêmes et ils savent déjà à la base qu'ils s'adressent à un public très
très, très niche, quoi, en fait. Donc, du coup, là, moi, j'avais croisé, enfin, j'avais fait un entretien avec un auteur à Cannes qui, là, lance un jeu qui est associé à une attraction de fête foraine. Et voilà, il a l'accord du fabricant de manèges, et il a décidé de lui-même faire ses 100 boîtes de jeux qu'il Mm. va vendre via ce biais-là. Et il vise pas forcément quelque chose de Mm. plus grand public, a priori en tout cas. Après, je pense qu'il y a toujours les gens qui se disent bon, bah si après ça marche quoi. Mais c'est un modèle qui existe en tout cas, qu'on a croisé. Oui. Et ça, oui, oui, j'ai eu des cas effectivement qui vont exactement dans ce sens-là, où, mais justement pour revenir sur le numérique, hein, un auteur qui était passé d'abord au prototype à la base avait matériel, en fait, il a fait plusieurs prototypes, il a évolué de cette manière-là. Mais finalement, la manière de prototyper qu'il a convenu, c'était de rejoindre un collectif en ligne. Et petit à petit, en fait, il s'est formé sa communauté. Sa communauté qui l'a aidé, donc du coup, à affiner finalement les mécaniques de jeu. Avec certains auteurs, donc du coup, enfin, certaines personnes qui sont devenues donc des amis assez proches. Et finalement, il vend ses jeux aussi à la demande, essentiellement à des gens qui sont donc de son collectif ou de son public, enfin de sa communauté en tout cas, parce qu'il a son collectif et sa communauté. Et ça tourne, ça tourne en cercle qu'on pourrait considérer comme fermé. Mais lui, ça lui convient très bien parce que c'est pas le fait de vendre qui l'intéresse, c'est le fait de partager son jeu. Vraiment. Et d'ailleurs, il m'a expliqué que c'était grosso modo le jeu de sa vie, c'était son projet. Et qu'il n'avait pas envie de devenir comme certains auteurs, en fait, de produire de la mécanique, parce que certains, visiblement, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qui les intéresse, c'est de produire de la mécanique, donc de produire de la mécanique et de vendre de la mécanique. Lui, ce qu'il voulait, c'était développer dans son jeu, c'était faire c'était faire des extensions, c'était de développer un univers, une diégèse. Et en fait, il m'a fait lire donc du coup l'histoire de son jeu, il avait fait un univers à fantasy, c'était donc encore une autre manière de faire des prototypes. Oui, non, c'est clair que c'est un modèle qu'on voit et qu'il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir exister aussi. Voilà, C'est c'est ça. qui est quand même. Ça rend les choses très intéressantes. C'est un petit peu pour ça que tout à l'heure je parlais de la différence entre le public, parce que tu avais abordé la question du public de niche et le grand public qui va pas, ça va pas être le même genre de jeu, ça va pas être les mêmes attentes, mais l'un et l'autre n'a pas plus ou moins de valeur, je trouve, en tout cas de notre point de vue. Ouais, et là on est sur un modèle qui à la fois est quand même, là, ce que tu racontes, ça peut pas exister en fait sans la possibilité d'avoir une diffusion numérique. On est quand même vraiment dans quelque chose et en même temps de très local sur le principe. Donc c'est assez intéressant comme concept. C'est un peu le paradoxe. Là, on retrouve des choses qu'on a chez les développeurs de jeux indés, de jeux vidéo, qui veulent rester indés parce qu'ils veulent pouvoir faire des jeux vidéo dans leur région natale, dans leur village natal. Et localement, mais qui par contre les distribuent sur des plateformes et ils sont joués en Chine en fait. Donc c'est des choses un peu étonnantes, mais qui font partie du monde contemporain. Ok, et là-dessus, du coup, il y a Alex qui dit je suis d'accord, pardon, sur la réflexion à propos des différents contextes plus ou moins libres de créativité. Et Mighty Game qui dit et aussi je rebondis sur les protos présentés au public et ceux aux éditeurs. J'avais entendu dire que les éditeurs préféraient qu'on leur présente quelque chose de plus brut, entre guillemets, d'un jeu avec une mécanique qui s'imbrique directement avec le thème choisi par l'auteur pour plus de flexibilité dans l'édition. Alors ça, c'est ce qu'on entend vraiment beaucoup. Et il y a beaucoup de collectifs d'auteurs qui vont vraiment aller vers une formation en fait des membres de leur collectif dans ce sens-là. Mais j'ai aussi discuté avec quelques éditeurs et avec des auteurs qui étaient passés par des collectifs peut-être plus souples aussi. Et ça dépend. En tout cas, moi j'ai... Alors, il y a des éditeurs qui vont pas s'arrêter finalement au fait qu'il y ait déjà un univers qui a été posé, mais qui vont demander à l'auteur après de le changer en lui disant ben voilà, c'est quand même un produit finalement, donc il faut que ça corresponde au marché et un petit peu à ce qui est mainstream pour le moment. Certains, par exemple, il y a 10 ans, on leur demandait, ben voilà, ton jeu, il est fait par exemple sur les chevaliers, mais il me faut un jeu de zombies, est-ce que la mécanique peut coller à un jeu de zombies? Parce que c'est ce qui est à la mode et c'est ce qui va se vendre. Ça, c'est des choses qui se voient. Il y a des jeux
qui m'a déjà dit, il y a des jeux qui n'existent pas sans leur univers. Où finalement l'univers graphique, l'univers, la design en fait qui a été développé conditionne en fait tellement la mécanique que les deux ne sont pas séparables. Et donc certains auteurs ne vont pas être réfractaires en fait à ce qui est un univers déjà posé. Mais c'est vrai que le discours général tend à dire que c'est essentiellement la mécanique épurée qui... En fait, ouais, en fait, effectivement, nous, on trouvait que c'était un peu paradoxal parce que quand on interrogeait des éditeurs, moi, j'avais interrogé aussi une sourceuse pour un éditeur de jeux pour enfants il y a 2 ans. Et elle, elle avait un proto qu'elle allait présenter à des éditeurs, mais elle avait banalisé. En fait, il était dans une pochette à zip, c'est-à-dire presque opaque, et pour elle, c'était important que justement ce soit pas trop personnalisé. Mais en fait, surtout ce qui me semble ressortir, parce que effectivement, derrière, c'est ce qu'on dit, mais c'est pas vrai. Regarde machin, il arrive avec son jeu, avec son thème, et puis ça s'est passé. Ce qui ressort un peu plus, c'est que le truc qui semble vraiment important de passer comme message, c'est que les auteurs sont flexibles, c'était le terme qui a été employé, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir discuter avec les éditeurs. En fait, ce qui fait peur aux éditeurs, c'est un peu ce qu'on a présenté avant, c'est-à-dire que l'auteur ou l'autrice qui arrive avec le jeu de ma vie, j'ai mis toute mon âme dedans, et il faut rien toucher. Je pourrais pas bouger une seule ligne. Et je pense que la question des thèmes fait partie des façons dont ça, voilà, c'est des points qui bougent plus facilement que les autres, mais que surtout le plus important, c'est est-ce qu'on peut discuter, est-ce que c'est quelqu'un de professionnel au sens où voilà, il peut se prendre de la distance avec le jeu et accepter de discuter sur un processus d'édition. Et je pense quelque chose qui rend... En fait, finalement, il y a le fait de faire un prototype et le fait de faire donc un produit, et donc de transformer voilà, son prototype en produit. Et en fait, dans ce processus-là, bien entendu qu'il y a l'éditeur qui intervient. Et là, en fait, on passe dans un mode de collaboration, je trouve, en fait, de coproduction. C'est pour ça que les auteurs vont aussi vouloir des éditeurs avec lesquels ils vont pouvoir échanger. Les éditeurs qui vont écouter quand même leur point de vue, tout comme les éditeurs veulent donc des auteurs qui acceptent qu'on modifie leur jeu. Et je pense qu'il faut vraiment le voir comme une coproduction, ou du moins une collaboration. Et ça, pour ceux qui l'ont vu, ça s'est très bien entendu, je trouve, dans le discours de l'Asdor de cette année, donc Jules Messot, qui a donc qui s'est présenté lui en tant qu'auteur de prototype et qui a remercié ses éditeurs pour avoir collaboré avec lui et pour avoir fait et finalement avoir fait de son prototype l'Asdor de Cannes, et donc le jeu récompensé. Donc il y avait vraiment ce côté collaboration qui ressort, parce que c'est vrai que des fois on voit un petit peu la confrontation auteur-éditeur dans les discours, mais finalement beaucoup d'auteurs invités, quand ils ont trouvé un éditeur notamment avec qui ça fonctionne bien, parlent plutôt des collègues en fait, quelque part. Oui, puis après, bon, c'est sûr que quelque part, les éditeurs veulent avoir une place quoi, dans l'autorialité, enfin, dans la position d'auteur sur le jeu. Et ils ont effectivement une connaissance du marché qui est supposée, en tout cas, être et de ce qu'attendent les boutiques aussi, parce que tu avais tout à fait raison tout à l'heure, c'est leurs interlocuteurs aussi, d'abord. Avant, en fait, oui, on a un éditeur qui nous avait dit, ouais, moi mes clients, c'est pas les joueurs, c'est les boutiques. Donc, évidemment, ils veulent aussi avoir une marge là-dessus. C'est pour ça. Enfin, moi, quand je suis arrivée quand j'ai commencé à découvrir cet univers de production, j'ai été surprise que c'est un peu étrange justement par rapport aux jeux vidéo. Les éditeurs parlaient de développement. Ils disaient on va développer le jeu. Et quand ils me disaient ce qu'ils faisaient, justement, ramener un univers graphique, avoir quand même des modifications, j'avais l'impression que c'était quand même un peu plus que juste adapter le jeu au marché, et que ça correspondait à ce que dans un studio de jeux vidéo, on aurait appelé de la production, en fait. Oui. Donc voilà, donc c'était une surprise pour moi. Ça, je l'ai vu, il y a certains éditeurs qui se considèrent comme développeurs. Et le terme est ressorti. Le terme est ressorti chez certains. D'ailleurs, il y a certaines maisons d'édition qui ont tendance à vouloir se développer comme des studios de production de jeux vidéo. Donc, ce qui veut dire la disparition du nom de l'auteur en fait sur les boîtes. Ça voudrait dire que c'est le collectif lui-même qui crée le jeu. On distingue plus qui l'a créé.
Mais il y en a, enfin, en tout cas, c'est l'idée de certains. Tous ne sont pas forcément d'accord. Au contraire, il y a deux mouvements parmi les auteurs à éditer et donc les maisons d'édition. C'est le fait de valoriser vraiment le statut d'auteur, d'en faire vraiment un métier duquel les gens peuvent en vivre, en développant des droits, en développant ce genre de choses-là. Et voilà, de développer vraiment un métier. Et de l'autre, certains qui préféraient plutôt des studios de production. Donc voilà, il y a l'auteur versus le studio, qui ressort un petit peu dans les discours. Mais j'avoue que j'ai vu pour l'instant beaucoup plus de gens qui étaient en tout cas, c'est normal. J'ai interrogé les prototypeurs qui sont plus, du coup, dans l'idée d'éditer et de rejoindre un mode similaire à celui de l'édition littéraire, finalement, où l'auteur a une place. Il a son nom sur le livre. Dans le milieu de l'édition littéraire, c'est un peu pareil. Hein. Vous avez quand même des directeurs littéraires, des directeurs artistiques qui vont développer, enfin, qui vont réagir sur un manuscrit pour faire à l'auteur donc, des modifications pour que ça devienne un produit fini, finalement. Voilà, donc ici, il y a quelque part un prototype, ça aboutit, mais pour lequel ils vont quand même intervenir. Oui, sur le côté mécanique et expérience ou thématique, Alex précisait que je pense que c'est assez lié selon la manière de créer le jeu. Par exemple, Antoine Boza est reconnu pour créer à partir d'un thème qui est selon lui indissociable de son jeu, tandis que des auteurs qui commencent à partir d'une mécanique seraient parfois plus flexibles, j'imagine. Oui, et moi j'ai vu l'inverse, enfin j'ai vu on a vu de tout dans les discours en fait, hein, des gens qui, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai un auteur qui m'a dit il va penser d'abord à un univers, c'est l'univers qui va lui faire penser la mécanique, et en fait, quand il va tester la mécanique, il va se rendre compte que finalement, un truc qui améliorait vraiment sa mécanique de jeu ne colle pas avec l'univers, donc il va changer l'univers, et en fait, il fait comme ça des jeux d'aller-retour continu, et pour tous ses protos, en fait. Et ça fonctionne, puisque c'est aussi un auteur édité. Oui, après, enfin, là-dessus, c'est hyper intéressant. Hein, d'ailleurs, j'aurais dû prendre plus de notes sur cette session. Mais voilà, peut-être Antoine Boza aussi, il a compris que s'il veut avoir un contrôle très fort sur son jeu, il faut qu'il impose d'abord sa thématique. Et puis, du coup, voilà. Donc, je sais pas, c'est une question qu'il faudrait creuser, du coup, pour pouvoir. Enfin, en tout cas, c'est sûr que voilà, ça nous intéresse aussi. Pour l'instant, on est vraiment surtout sur. On a voulu se focaliser parce qu'on voulait quand même se restreindre à quelque chose. Sur les pratiques de prototypage et s'arrêter à ce qu'on a appelé les prototypes auteurs. Voilà, donc s'arrêter avant que la rencontre avec l'éditeur et le processus, mais c'est sûr que voilà, il y a des enjeux aussi de pouvoir, donc c'est un mot qui paraît un peu gros, mais oui, qui a le pouvoir sur la création, hein, qui a comme disent nos amis québécois, l'ownership, du coup, qui a à mettre sa main, à mettre la patte, et puis à la fin, à pouvoir. Et cette question du statut d'auteur, qui est très, je sais que la Sage travaille dessus, qu'il y a pas mal de réflexions autour de ça, elle est assez intéressante, effectivement, de ce point de vue-là. Et puis il avait aussi une question sur le côté historique et évolution de la création. Est-ce qu'on pourrait observer un cycle créatif, mécanique, expérience matérielle, comme on pourrait l'observer dans divers phénomènes de mode cyclé? Je pense que si on pense le jeu en termes de produits finis, complètement, souvent oui, parce que là, beaucoup d'éditeurs, on rejoint en fait ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il y a quand même pas mal d'éditeurs qui vont vouloir d'abord une mécanique, mais comme je disais, la mécanique, elle se passe quand même aussi avec l'expérience que l'on veut transmettre, au moins un minimum. Et en tout cas, c'est l'éditeur qui va avoir le choix de la matérialité finale, en fait. Enfin, du coup, des matériaux utilisés. Oui. À la fin, c'est celui qui produit qui voilà. a raison. Après, pour ce que Vinciane a appelé donc les prototypes auteurs, c'est plus compliqué. Je pense que ça dépend vraiment. Au niveau du matériel, c'est d'ailleurs ce qui nous intéressait beaucoup aussi dans ce projet-là, c'était de voir l'évolution matérielle d'un prototype. C'est comment on fait évoluer le matériel avec les mécaniques, à partir de quel moment on met des jolis matériaux, est-ce qu'on met de jolis matériaux aussi, ce sont les questions qui se posent. Mais il y a beaucoup d'auteurs aussi qui prototypent juste avec les moyens du bord. Donc la question du matériel, finalement, c'est pour ça que pour eux, elle se posera que si sont édités finalement.
Voilà, ça c'est, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, mais en tout cas, je pense que mécanique et expérience vont quand même pas mal ensemble et sont à dissocier de la thématique du jeu. Oui, je ne savais pas si la question portait sur l'historique de création d'un prototype ou sur l'historique au sens est-ce que les Mmh. prototypes évoluent dans le temps, mais je pense qu'effectivement c'était plutôt dans ce Mmh. sens-là, En donc tout cas, non, moi, ça c'est c'est comme ça que j'ai compris. je pense que tu as compris. J'étais encore dans l'histoire de collection. Bah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en fait finalement, et c'est pour ça que la continuité du projet, bah oui, il y a beaucoup de choses à aborder. On manque pas de Oui, d'idées. non. Non, il y a encore quelques années de recherche derrière, je pense. Et du coup, il y avait Yvan aussi qui avait une question. Il n'a pas pu être là, Yvan avec un Y, parce qu'on a deux Yvan, un avec un I et un avec un Y, qui demandait en fait s'il y avait un endroit où on pouvait suivre en fait vos travaux, les travaux du laboratoire Experis. Alors il y a un site qui est pas hyper à jour parce qu'on est, bon, voilà, on n'est pas très bon en communication. Du coup, pour l'instant, bah, on a des articles publiés, mais c'est vrai que c'est pas, il faut chercher sur nos noms. Enfin, non, c'est pas forcément toujours le plus simple. Par contre, on peut aussi donner une petite sélection Mm. si ça vous intéresse. Il est en projet de créer. Je pense qu'il faudra qu'on voit ça d'ici à l'automne peut-être. Mm. Un carnet hypothèse, en fait, c'est un espèce de blog Mm. qu'on utilise pas mal dans la recherche. Où, bah, au départ, on l'a pas fait parce que, ben, comme on n'avait rien encore, on se disait qu'on n'allait pas commencer à s'énerver là-dessus. Mais là, on commence à avoir quand même des communications, des choses. Donc, on va pouvoir commencer, j'espère, d'ici décembre, on va dire, à avoir quelques infos. Donc, au Mm. moment où ce sera en ligne, on pourra vous faire un peu de Oui. promo là-dessus si ça vous intéresse. Parce que du coup, il n'y aura pas que des articles scientifiques, mais on pourra éventuellement aussi mettre des liens vers des conférences ou des choses qui sont pour les gens qui n'ont Mm. pas forcément envie de se cogner avec tout ce papier de recherche. De vintage. Voilà. Parce qu'en plus, Excellent. on fait des articles longs. Ouais. Excellent. Bah oui, je mettrai les liens directement sur le Discord des SPN du coup. Après, si Comme ça. vous faites une recherche là, on peut déjà du coup donner les liens vers les travaux du laboratoire, de Game Mm. Lab. Si Oui. ça intéresse, voilà, c'est toujours un endroit où on est aussi content d'accueillir des gens qui ont envie de faire des projets. Mm. Et de la collection, si c'est des choses Oui. qui vous intéressent, en tout cas d'avoir les infos un peu de base dessus, dispo, C'est le cas faisable. échéant. Parce Excellent. que nous sommes d'un service public, donc ouais, vous avez le droit d'en profiter. Alex qui dit oui voilà complètement. Il doit, j'imagine, peut-être y avoir une influence sociale en fonction des goûts et idées dans l'ère du temps des auteurs et aussi, comme vous l'avez présenté, les différentes contraintes éditoriales selon les tendances du marché. Mm. Oui, ouais, ouais. Alors là, il faudrait encore, je pense, c'est un bon moment pour Oui. répondre à cette question. Oui, 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 tout à fait. Non, mais, oui, d'influence des goûts chez les auteurs eux-mêmes. Enfin, oui, c'est un peu ce qu'on disait quand on Mm. disait qu'il y avait différents profils d'auteurs et que la question des jeux produits par les différents profils nous intéressait. Mm. Après, je pense que bon, si on commence à faire des hypothèses Mm. un peu trop poussées sans avoir analysé les données, on va dire des choses très stéréotypées et ce ne Oui. sera pas très intéressant. Mais ouais, on a déjà évoqué quand même voilà, l'accent mis sur l'expérience, le fait que de toute façon, on va remettre souvent dans un jeu des compétences qu'on a ou des intérêts Mm. qu'on a développés par ailleurs. Souvent, voilà, on va pas. Et c'est pour ça aussi que la question dont on n'a pas parlé, mais qui fait aussi partie de manière un peu à la marge de notre recherche, de la diversité de représentation au sein des auteurs des autrices qui ne sont pas souvent très représentées et importante. C'est-à-dire que du coup, ben, comme on a souvent tendance, et ça c'est général, hein, c'est pas que dans le jeu, à inventer, à créer pour des gens qui nous ressemblent, Mm. parce que c'est parce qu'on est les premiers.
usagers. Simplement, c'est juste, c'est normal, quoi. Du coup, effectivement, on se pose aussi cette question-là, quoi. Quand, pour l'instant, par exemple, les jeux faits par des joueurs ou par des joueuses, en fait, ne sont pas toujours les mêmes, en fait. Et sont pas... Donc, on essaye un peu de regarder ça. Mais là aussi, on ne va pas rentrer trop dans les détails parce qu'on veut faire des analyses un peu fines là-dessus. Mais on découvrira avec les publications. Bon, ouais, on espère. Un peu même si je ne sais pas parce que c'est long, mais on y travaille en tout cas. Excellent. Un processus éditorial, c'est long, hein, quel qu'il soit. Hein. Que ce soit un livre, un jeu de société, la recherche, c'est long. Ouais, je pense qu'on est un peu sur la même durée, je sais pas, que de processus éditorial de jeux de société. société, En moyenne, on m'a dit 3 ans. Ah non, ouais, on est quand même. On est sur quelques années, 2-3 ans, suivant le type de jeu, évidemment. Ouais, 3 ans. mais moins quand même. Je sais que le plus rapide qu'on m'ait donné, c'est 1 an, le plus long, c'est 5 ans. Mais ça avait été mis en stand-by entre deux. Donc... Dans un article, c'est 12 à 18 mois. Ouais, je pense. Voilà, du coup, je ne sais pas si on a fait le tour. Super, bah, je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à dire avant qu'on conclue, des trucs dont on n'a pas parlé ou... On a plein de choses à dire. Mais là, comme ça, qui me vient directement, non, pour mener vers la conclusion, non. Merci en tout cas de cette invitation. On ne fait pas forcément souvent des retours sur des enquêtes en cours. Et, en fait, on devrait peut-être. Oui, c'est super intéressant. Ça nous fait avancer aussi. D'avoir ces questions. Merci pour les questions. Bah, merci à vous d'avoir répondu et puis d'avoir partagé aussi le fruit de vos recherches. Et puis on espère du coup que ça va engranger encore plus de données et puis pour avoir justement des conclusions, des profils types, des prototypes, des prototypes types ou des tendances dans ce monde du jeu de société et du numérique aussi. Et puis qu'est-ce qu'apporte le numérique dans le jeu de société. Et puis tous les auteurs là, qui nous ont écoutés ou qui vont nous voir en rediff, voilà, et je pense qu'ils seraient très intéressés aussi sur des festivals, ou voilà, de partager leur expérience, de partager leur profil, voilà, ou de répondre à des questions, voilà, pour faire progresser la science du jeu. Nous, on vous voit pas, mais si maintenant vous connaissez nos visages, vous pouvez venir. Voilà. En vrai. Ou nous envoyer des messages sur Discord. Excellent. Excellent. Eh bien, merci à vous. Voilà, du coup, on conclut cette interview extrêmement intéressante de Vincennes Zaban et Aurore Desramons. Et nous, on se voit dimanche prochain pour les soirées tests de prototypes en numérique, justement, sur TTS. Voilà, bonne soirée à vous tous et toutes, et à la prochaine. Ciao, ciao.